Bonjour, oui, moi je m'appelle Jacques Ardouin, j'anime le groupe La Voix qui est présent, vous le savez, dans un certain nombre de médias de la région et même un peu plus que la région. Et la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a encore une place pour des entreprises de médias et de communication dans cet univers numérique qui a été présenté ce matin? Non, je posais la question tout à l'heure de manière un peu provocante en disant est-ce qu'il y a encore besoin d'entreprises de médias de proximité compte tenu de l'univers numérique. Je crois que c'est une vraie question qui se pose puisque tout le monde aujourd'hui peut faire son propre média. On peut faire son propre média d'information avec les réseaux sociaux, bien sûr. Et puis même en termes de communication, on voit bien que les entreprises investissent beaucoup dans leurs propres médias. On le disait, et Pierre l'évoquait ce matin, sur la nécessité qu'avaient les entreprises de prendre en compte les attentes des consommateurs pour créer leurs propres produits. On voit bien comment une entreprise comme Leroy Merlin investit beaucoup, beaucoup d'argent dans son propre site pour établir la relation avec les médias. Donc comment est-ce qu'il y a vraiment une nécessité à continuer d'avoir, pour un groupe comme le nôtre, un peu plus de 600 journalistes employés sur le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Très sincèrement, et évidemment vous ne serez pas surpris de ma réponse, je pense que la réponse est bien entendu que oui, puisque je crois que l'important c'est que cette information qui circule, elle a besoin en permanence d'être vérifiée. Et elle a besoin d'être ordonnée, d'autant plus qu'elle est tellement importante et tellement multiple aujourd'hui que l'on est véritablement noyé sous ces informations. Si on a suffisamment de gens que l'on suit sur Twitter, on voit bien combien chaque jour on reçoit de tweets de tous les gens que l'on suit et combien on en lit réellement sur la journée. Je pense que les réseaux sociaux ont une vraie fonctionnalité. Alors, je pense que pour moi, les réseaux sociaux sont des cafés du commerce d'hier. On commentait beaucoup la lecture du journal au café autrefois. On commente aussi la lecture du journal aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je pense qu'ils ont à ce titre une vraie utilité, mais que l'information, je dirais, travaillée et vérifiée par des journalistes est excessivement importante. Comment, à propos de réseaux sociaux, vous êtes en pleine mutation numérique dans un groupe comme le vôtre. Comment vous passez, quel écosystème vous organisez pour passer d'une relation fournisseur à client qui était très linéaire, je te vends de l'information, je te pousse de l'information, à une organisation qui va dans tous les sens, parce que maintenant, votre client, le lecteur, vous renvoie de l'info, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. C'est quoi l'écosystème que vous êtes en train de mettre en place? C'est vrai que c'est une vraie rupture pour nous, parce que nous étions dans un fonctionnement qui était très classique. Nous avions des journalistes qui montaient en chaire et qui tous les jours faisaient des prêches aux lecteurs en leur disant ce qu'il était bon de penser. On a fonctionné comme l'Église pendant des années, et donc on a besoin de se remettre beaucoup en question là-dessus. Et donc on a ouvert largement nos médias aux réseaux sociaux, et on utilise énormément d'informations qui émanent des réseaux sociaux pour à la fois compléter de l'information, illustrer les informations et donner un certain nombre de réactions. C'est très important, mais c'est aussi important que la rédaction joue son rôle. Je prends un exemple qui est un exemple un petit peu simple, mais qui illustre assez bien, je pense, le rôle et la nécessité d'une rédaction. Il y a 2 ans, vous vous souvenez, pour les Lillois, en tous les cas, il y a eu un soir une énorme déflagration dans la ville. Vous vous souvenez, ça avait fait un bruit terrible, il était 20h à peu près. Et pendant 1h30 à peu près, on n'a pas su ce qui s'était passé. Et sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter, circulaient des informations, et des informations excessivement anxiogènes qui circulaient. Et c'était très étonnant de voir comment, petit à petit, cette interaction des réseaux faisait que l'anxiété montait. Et donc, pendant ce temps-là, les équipes de nos journaux faisaient leur boulot et cherchaient ce qui s'était passé. Et puis on a su très vite que c'était 2 avions de chasse qui
avait un peu survolé la ville trop bas et avait passé le mur du son en faisant ce bruit. Et donc on a donné cette information sur nos sites, et immédiatement les réseaux sociaux qui étaient dans une approche très anxiogène ont basculé vers une approche au contraire de plaisir, d'expérience, je dirais, sympathique, d'échange, de convivialité, et chacun est allé de ses plaisanteries sur le thème. Donc ça montre bien à la fois la limite des réseaux sociaux et la nécessité d'une information vérifiée par des professionnels de l'information. Donc vous mettez en place cette interaction avec vos publics et en y faisant jouer votre valeur ajoutée de vérification de l'information, etc. En 2 mots, des difficultés que vous avez à surmonter vis-à-vis de vos publics, vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis de vos annonceurs aussi, qui sont aussi des clients. Oui, on a vraiment trois défis pour y arriver. Le premier défi, c'est un défi technologique. On est une industrie qui n'a pas beaucoup évolué depuis Gutenberg. Gutenberg avait inventé l'imprimerie, et on a à peu près continué de faire ce que faisait Gutenberg jusque dans les années 90. Donc on a un véritable défi technologique, parce que nos entreprises n'étaient pas du tout habituées à faire de la R&D. On n'avait pas su d'abord dégager des budgets pour le faire, et puis on ne savait pas vraiment le faire. Et ça, c'est vraiment un premier défi. Or, on s'aperçoit que dans ce domaine, on va être amené pour faire de l'interactivité avec des lecteurs, eh bien c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. 2 autres défis. Donc, 2 autres défis. Un défi humain, puisqu'il faut véritablement que nos équipes réussissent cette capacité à la fois à être interactif, et puis aussi à la fois d'être dans une information en continu. Là encore, nous avions un modèle qui faisait que nous faisions un journal 1 fois par jour. Nous travaillions toute la journée pour sortir un journal le soir. Maintenant, on nous attend immédiatement du métier, là. Immédiatement dans l'information en continu, mais avec la même exigence de rigueur et de qualité. Et on ne peut pas se permettre d'avoir une feuille de cigarette entre la rigueur de ce que l'on savait à peu près faire sur le papier, ce qu'on doit faire sur le numérique. Et puis le dernier défi, c'est un défi économique, bien évidemment, puisque le modèle de la gratuité semble vouloir s'imposer. Et moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas faire de l'information gratuitement. Donc il faut absolument que l'on arrive à convaincre nos internautes que ce que nous faisons n'est pas gratuit. Donc transformation du modèle économique, c'est la conséquence de cette interaction, cette nouvelle interaction avec vos publics. Et là, le modèle est à écrire et à inventer. Oui, bonjour. Moi, je me posais la question, quand est-ce que La Voix du Nord ou La Voix deviendra un journal positif ? C'est quoi le positivisme ? Quand est-ce qu'on aura les bonnes nouvelles de la région ? Alors, il y a quelqu'un qui faisait ça très très bien, qui s'appelait Marcel Dassault, qui faisait le journal des bonnes nouvelles, et qui, dans Jour de France des années 60, ne donnait que des bonnes nouvelles. Allez chez le coiffeur. Je suis un peu désolé de vous contredire, mais je pense qu'effectivement, nos journaux sont des journaux qui sont porteurs des bonnes nouvelles de la région. Et si vous lisiez attentivement nos journaux tous les jours, et les 450 pages, que produit La Voix du Nord tous les jours, elles sont véritablement porteuses de bonnes nouvelles, à la fois de bonnes nouvelles économiques, mais beaucoup de bonnes nouvelles sociales, notamment sur ce que font les gens ensemble, et puis d'autres bonnes nouvelles culturelles, etc. Mais pour autant, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et à côté des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles. Et quand IBM installe son nouveau site sur la région et va créer 700 emplois, il ne faut pas oublier non plus les chiffres du chômage à côté. Et ce n'est pas être négatif que de le rappeler à ce moment-là. Question ici, c'est un journaliste. Rapidement, ce sera la dernière, on passe au 3e cas ensuite. Oui, vous avez évoqué à la fin, Nicolas Delecourt, donc dans la presse professionnelle, le besoin de faire partager votre projet et la difficulté de
convertir la personne qui a eu l'habitude de payer un journal, un papier. Aujourd'hui, il y a une information, et vous dites que les gens ont l'habitude du gratuit sur Internet. Est-ce que vous pourriez préciser comment vous arrivez à procéder à cette conversion et surtout où vous en êtes aujourd'hui? Parce qu'on voit que beaucoup de journaux ont des difficultés de vente en kiosque ou d'abonnement, que le modèle Internet payant n'est pas encore dans les mœurs, qu'il y a peut-être la publicité mais qui ne couvre pas. Est-ce que vous pouvez donner quelques éléments chiffrés sur la situation de la Voix du Nord aujourd'hui, sur cette problématique? Vos abonnés, vos lecteurs, où en sont-ils? Quels sont leurs réflexes? Combien paient-ils? Enfin, sans entrer dans trop de détails, mais globalement, vous en êtes où aujourd'hui dans cette problématique? Parce que, je suis désolé d'aborder des questions un peu négatives, mais c'est vrai qu'on voit certains journaux qui ont été des piliers, des noms, on ne pensait même pas qu'ils puissent fermer un jour, des institutions, et à un moment, ils sont tombés de leur chair et ils ont dû fermer pour certains. Donc, où vous en êtes, vous, dans la Voix du Nord? Je dirais qu'on a la chance de résister un peu mieux que d'autres, même si effectivement c'est compliqué. Notamment, vous savez que la presse fonctionnait à peu près avec un modèle différent de la presse anglo-saxonne. En France, la presse fonctionnait fort heureusement avec 60% à peu près de ses revenus qui venaient de la vente de ces journaux et 40% qui venaient de la publicité. C'est totalement l'inverse dans le modèle anglo-saxon, voire même 80-20 quelquefois. Donc, je dirais que les recettes de diffusion de la presse en général et de la Voix du Nord en particulier se maintiennent peu ou prou, malgré une diffusion légèrement baissière de l'ordre de 1 ou 2% par an, mais les diffusions se maintiennent assez bien. La problématique vient des recettes publicitaires, qui étaient de deux ordres. Il y avait les recettes qu'on appelait les annonces classées, qui, elles, ont toutes quasiment migré sur le web avec une destruction de valeur sans commune mesure avec ce qui se passait sur le print. Emploi, immobilier. Voilà, emploi, immobilier, etc. Et la seconde chose, c'était la publicité commerciale. Mais on le voit bien, aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises font passer des budgets de publicité commerciale classiques vers des budgets numériques, et notamment vers leurs propres sites et leurs propres médias. C'est en ce sens-là où je disais tout à l'heure que chacun, aujourd'hui, en termes de communication, peut créer son propre moyen. Donc, nous résistons un peu mieux que d'autres, mais pour autant, je crois qu'il faut véritablement que nous allions, que nous réussissions à convaincre les internautes que le travail que nous fournissons sur Internet est un travail qui doit être monétisé, et nous l'avons mis en place, puisque le mur de la Voix aujourd'hui est un mur payant. Au bout du 5e article consulté par mois, on doit effectivement acheter son article. Et il y a des clients déjà? On a effectivement aujourd'hui un peu plus de 2500 abonnés numériques versus les 220 000, les 220 000 abonnés papier. Donc vous voyez, le chemin sera long et il faudra être très solide économiquement pour résister à ce long chemin. Ouais, c'est ça,